Je n'ai pas envie d'appliquer sur l'enfant une méthode ou une croyance ou une vision de l'éducation. Ce qui m'intéresse, c'est comment nourrir les besoins de l'enfant. Tout le monde remarque que les élèves qui refusent d'apprendre à l'école apprennent plein de choses en dehors de l'école. Pour moi, c'est vraiment une attitude de l'adulte, un regard vis-à-vis de l'enfance qui change. Pour moi, l'école de la vie, c'est l'école des rêves, c'est l'école qui permet de réaliser ses rêves. Bienvenue sur le podcast Innovation en éducation. Je m'appelle Julien Perron, je suis à l'initiative du Festival pour l'école de la vie et du Congrès Innovation en éducation à Paris et à Montpellier. Voilà maintenant plus de 8 ans que je mets beaucoup d'énergie autour de l'éducation, convaincu que tout part de là. À travers ce podcast, vous allez découvrir de nombreux professionnels qui se mobilisent pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Jonathan Lehmann, qui donnait une conférence au Congrès Innovation en éducation à Montpellier en 2018. Jonathan étudie la science du bonheur, c'est-à-dire l'intersection des sagesses ancestrales telles que le bouddhisme et les philosophies antiques et des sciences contemporaines telles que la neurologie, la psychologie positive et la psychologie cognitive. Ancien avocat d'affaires à Wall Street et Paris, il anime aujourd'hui la communauté des anti-sèches du bonheur. Il propose également des méditations guidées sur YouTube et a récemment créé un kit gratuit de méditation guidée destiné aux écoles. Le but de ce kit, qui repose sur de nombreuses études scientifiques sur les bienfaits de la méditation sur les enfants, est de favoriser la propagation de la méditation à l'école afin d'améliorer le bien-être et les facultés d'apprentissage des élèves. Je vous souhaite une belle écoute. L'innovation dont j'ai envie de vous parler, qui me semble extrêmement importante, c'est la pratique de la méditation et l'expansion de la pratique de la méditation. Et pour vous en parler aujourd'hui, je voudrais commencer en vous en disant un petit peu plus sur comment j'en suis arrivé là, parler de la méditation en termes un peu généraux parce que on en parle beaucoup, on en entend beaucoup parler, mais il y a pas mal de fausses croyances par rapport à ce que c'est et il y a vraiment pas mal de niveaux pour comprendre ce qu'est la pratique de la méditation. Et ensuite qu'on parle plus concrètement, plus spécifiquement de la méditation et les enfants, et encore plus concrètement et spécifiquement de la méditation à l'école. Et ce que je vais vous proposer de faire, c'est qu'on fasse 2 exercices pratiques de méditation ensemble, un tout petit là dans quelques minutes, un qui va être un petit peu plus long vers la fin de mon intervention, et que après ça, on ait un petit moment d'échange, de questions-réponses, parce que en général, c'est plus vivant cette matière quand elle est sous forme de dialogue que quand c'est sous forme de monologue, comme maintenant. J'ai quand même essayé de le rendre un petit peu vivant. Donc, comme disait Lucie, il n'y avait rien qui me prédéterminait, qui me prédestinait à m'intéresser ni au monde de l'éducation, ni au monde de la méditation. J'ai grandi dans un système éducatif, dans un environnement qui m'a poussé vers la croyance que la réussite, c'était la réussite matérielle, que c'était la réussite sociale, que c'était la réussite d'image. Je suis né à la fin des années 70, j'ai grandi dans les années 80. À la maison, on regardait Dallas et Dynasty. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais donc voilà, l'objectif c'était de gagner beaucoup d'argent, de réussir, qu'on puisse faire des A et des O par rapport à mon activité dans les dîners mondains. Et donc je me suis retrouvé comme ça à devenir avocat d'affaires à Wall Street. Ouais. Je représentais des grandes banques d'affaires, des compagnies pharmaceutiques, des compagnies d'assurance. Et ma principale préoccupation, c'était d'essayer de faire en sorte que ces grosses sociétés gagnent le plus d'argent possible,
Et donc vous connaissez sans doute un peu la suite de l'histoire, parce que Lucie vous l'a un petit peu dévoilé, mais je me suis retrouvé assez rapidement dans un état où il n'y avait plus de sens dans ma vie. Je ne savais pas pourquoi je faisais ce que je faisais. J'avais l'impression que la société, le système éducatif m'avait vendu une promesse que j'allais être heureux si je réussissais, si je gagnais beaucoup d'argent, si je faisais toutes ces choses. Et ayant accompli ces rêves, je me suis trouvé profondément malheureux, dépressif, toxicomane. J'ai eu des pensées très fortement suicidaires, et donc j'étais obligé de me poser vraiment la question de ce que je foutais là, et ça m'a mené à tout arrêter, à arrêter ma carrière d'avocat et à me lancer dans une grande exploration, d'abord très égoïste, sur qu'est-ce que le bonheur, pour essayer de comprendre comment essayer de me rendre plus heureux moi, comment essayer justement d'arrêter d'être dépressif, d'arrêter d'aller chercher mon bonheur dans les drogues. J'ai découvert plein de choses j'ai fait une sorte de grand voyage qui ne s'est pas complètement arrêté, où j'ai été à la rencontre de yogis, de chamans, de professeurs, j'ai regardé énormément de conférences, j'ai lu énormément de livres. Et j'ai découvert que ce qui causait mon malheur, ce qui avait causé le fait que je veuille absolument avoir cette carrière que j'avais cherché à avoir, ce qui causait le spleen ambiant, le fait qu'il n'y avait jamais eu autant de dépression, qu'il y a maintenant tous les suicides, c'est un phénomène qu'on peut appeler la tyrannie du mental. Et que je souffrais très fortement de ce phénomène qu'on peut appeler la tyrannie du mental, mais que ce phénomène, il nous affecte tous. Et la bonne nouvelle pour moi, et la bonne nouvelle, j'espère aussi pour vous, c'est que j'ai découvert l'antidote aussi à ce phénomène de la tyrannie du mental. Et cet antidote, c'est la pratique de la méditation. C'est intéressant, on parle de plus en plus de méditation, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fausses croyances par rapport à ce que c'est vraiment la méditation. Moi, par exemple, avant, je pensais que méditer, ça voulait dire s'arrêter de penser. Alors la première fois que j'ai essayé de méditer, j'ai mis un minuteur pour 10 minutes, et au bout de 5 minutes, je me suis arrêté. Je pensais que ça faisait une demi-heure que je méditais. C'est comme si on avait augmenté le volume à l'intérieur de ma tête, et je me suis dit, en fait non, c'est pas du tout pour moi la méditation, je peux pas, j'ai trop de pensées. Je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous. C'est quelque chose que j'entends très souvent, les gens dire non, la méditation, c'est pas pour moi, j'ai trop de pensées, j'y arrive pas. Et c'est marrant parce que c'est un peu comme si quelqu'un qui était en surpoids allait à la salle de sport, essayait un petit peu et disait j'arrive pas, c'est pas pour moi ce truc-là. Et c'est précisément, je crois, plus on a du mal à le faire, plus c'est pour nous. Et c'était évidemment mon cas. Le mental produit des dizaines de milliers de pensées par jour. Il n'y a pas de bouton off, on ne peut pas éteindre le mental. Et donc, c'est tout simplement impossible de s'arrêter de penser. La chose la plus importante qu'on fait quand on pratique la méditation, c'est de ramener son attention à l'ici et maintenant quand elle va se perdre irrémédiablement dans des pensées. Cet acte de ramener l'attention encore et toujours à l'instant présent, c'est comme si on soulevait des haltères dans une salle de sport. C'est ce qui va renforcer notre faculté à faire attention. Et en fin de compte, le monde dans lequel on vit étant principalement fait de perception subjective plutôt que de réalité subjective, la faculté de porter son attention sur quelque chose, c'est peut-être le déterminant numéro 1 de la qualité de la vie qu'on va vivre. Et la méditation, c'est ça, c'est apprendre à soigner son attention en la ramenant à l'instant présent. Les deux concepts clés de la pratique de la méditation, c'est donc l'attention et l'instant présent. On entend beaucoup, c'est à la mode d'entendre, il faut être dans l'ici et maintenant. Ça veut dire quoi être dans l'ici et maintenant? Être dans l'instant présent, ça veut dire justement savoir décoller son attention de toutes ces pensées qui nous parlent du passé et du futur pour revenir à l'ici et maintenant. Mais ça, pour le faire, il faut une pratique. C'est comme si on veut courir un marathon, il va falloir qu'on s'exerce, on ne peut pas juste aller et courir un marathon. Si on a toujours été dans la tyrannie de son mental, si on a toujours été dans le passé, dans le futur, on ne peut pas miraculeusement se mettre dans l'instant présent. Il faut une pratique. Il faut une petite pratique, mais il faut une pratique. Je voudrais vous parler d'une autre chose qui est peut-être un peu plus complexe.
mais qui est extrêmement intéressante et qui, moi, me passionne dans cette question de ce qu'est la méditation, c'est le concept de l'identification au mental et de comment est-ce qu'on peut faire pour changer le rapport qu'on entretient avec son mental. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte de ne plus être ses pensées, mais de se servir de son mental comme un objet. Comment est-ce qu'on peut faire pour transformer le mental tyrannique en un outil de bonheur? Alors pour qu'on parle un petit peu de ça, je voudrais vous proposer, si vous voulez bien, qu'on fasse un petit exercice, qu'on fasse la première méditation là tous ensemble, qu'on fasse une mini-méditation d'à peu près 3 minutes, parce que ça prendra un peu plus de relief, cette explication de l'identification mentale après l'exercice. Donc, si vous voulez bien, pour faire l'exercice, ce que je vous suggère, c'est si vous avez quoi que ce soit sur vos cuisses, ce que vous portez, de le mettre par terre, de bien ancrer vos pieds dans le sol, de vous asseoir de façon droite, mais pas non plus trop sans que ce soit inconfortable. L'idée, c'est d'être confortable. Oui, non, pas d'être inconfortable. L'idée, c'est d'être confortable, mais d'être alerte, d'être dans une position vraiment d'observation. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment une position dans laquelle vous allez pouvoir être immobile, complètement immobile, pendant quelques minutes. Et je vais prendre un minuteur. Et je vais vous demander si vous voulez bien de fermer les yeux pour entrer à l'intérieur de vous. Et de fermer la bouche afin de ne respirer que par le nez. Les narines filtrent mieux l'air entrant que la bouche et permettent également une respiration plus lente et donc plus sereine. Et devenez complètement immobile. La seule chose qui bouge en vous est l'air qui entre et sort de vos narines. Et observez votre respiration comme si elle était un phénomène extérieur à vous. Elle se passe naturellement et automatiquement, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Et pendant les 30 prochaines secondes, je vais vous demander de porter toute votre attention sur la température de l'air qui entre et qui sort de vos narines. Et de remarquer comme l'air qui entre est plus frais que l'air qui ressort de vos narines. Et si pendant ces 30 secondes vous vous rendez compte que vous avez des pensées, c'est normal, c'est pas grave. Et à ce moment, ramenez simplement votre attention à cette sensation de l'air froid qui entre et l'air chaud qui ressort de vos narines. Et maintenant, de la même façon, avant de terminer ce mini-exercice, je vais vous demander pendant 30 secondes de porter toute votre attention sur les bruits ambiants. Et de la même façon, si jamais vous avez des pensées, de tout simplement ramener votre attention aux bruits ambiants pendant ces 30 secondes.
Et quand vous serez prêt, vous pourrez progressivement sortir de cette mini-méditation, doucement prendre conscience de ce qui vous entoure, notamment le poids de vos vêtements sur vos corps et les couleurs autour de nous. Ça va ? Ça peut paraître rien cet exercice et ça peut paraître un peu bizarre. Et moi au début, quand j'ai fait des méditations guidées pour la première fois, on m'a pris un peu pour un fou. Mais j'ai étudié dans 4 universités, j'ai parcouru le monde à essayer de comprendre un peu comment être heureux et ce qui faisait que les gens étaient malheureux. Et la compréhension de ce qui se passe dans cet exercice, c'est peut-être la chose la plus importante que j'ai apprise de toute ma vie. Et je voudrais en parler un petit peu plus avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cet exercice ? Je vous ai demandé de vous concentrer sur l'instant présent. L'instant présent, je vous ai demandé de porter votre attention sur une cible mouvante qui allait changer moment après moment. Donc d'abord de remarquer que la température de l'air qui rentre est plus frais que l'air qui ressort, ce qui est une façon d'ancrer son attention sur l'instant présent. Et ensuite de vous concentrer sur tous les bruits ambiants qu'il y avait ici et maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous ai demandé juste 30 secondes. Est-ce que vous pouvez pendant 30 secondes faire attention à l'instant présent ? Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont réussi à porter leur attention sur ces 2 ancres pendant les 30 secondes. Normalement, la séquence, c'est la suivante. Vous portez votre attention sur l'air froid qui entre, l'air chaud qui sort ou les bruits ambiants. Vous y arrivez, vous remarquez. Il y en a, peut-être c'est même la première fois qu'ils ont remarqué que l'air qui rentrait était plus frais que l'air qui ressortait. Donc vous êtes dans l'instant présent. Mais après, qu'est-ce qui se passe ? Vous commencez à penser. Mais vous commencez à penser sans vous rendre compte que vous êtes en train de penser. Vous êtes tellement habitué au fait de penser, on est tellement accro à la pensée qu'on pense et on s'en rend même pas compte. Mais après, il y a un truc qui se passe, normalement pour tout le monde, c'est que vous remarquez que vous êtes en train de penser. Et vous dites « Ah non, là on est en train de méditer. Là, je suis pas censé être en train de penser. » Et là, qu'est-ce qui se passe ? Vous décollez votre attention et vous la ramenez à la première étape, à l'instant présent, à la température de l'air qui rentre et qui sort, au bruit ambiant. Est-ce que quasiment tout le monde a eu cette expérience-là ? De comprendre ce qui se passe quand on fait ça, en fait, c'est énorme. Ça peut paraître rien, mais c'est énorme. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous pensez sans vous rendre compte que vous pensez ? C'est un moment où vous êtes identifié à votre mental. C'est un moment où il n'y a pas de différence entre votre conscience et votre mental. Et le moment d'après, quand vous vous rendez compte que vous pensez, c'est un moment où vous êtes capable de voir votre mental comme un objet, de décoller la conscience du mental et de redevenir le sujet de votre propre vie et de ramener votre attention à quelque chose d'autre. L'identification au mental, le fait de ne pas faire de différence entre qui nous sommes et nos pensées, c'est la cause de presque, je pense, tous les maux qui nous affligent. Quand vous vous mettez en colère, quand vous vous énervez contre quelqu'un, quand vous avez de la frustration, quand vous avez de l'impatience, c'est votre mental qui est en train de vous dire « je veux pas, non, je veux pas que ça se passe comme ça, c'est pas possible, etc. » Et donc vous donnez de l'énergie à ces pensées-là, tout en sachant que c'est des pensées qui sont inutiles, mais vous n'arrivez pas à vous retenir, parce que ça se passe à l'intérieur de vous. Mais il y a une vraie possibilité d'observer ce mental tyrannique, de s'en servir comme un objet, de décoller sa conscience pour justement en faire un outil de bonheur. Et la méditation, c'est ça en fait. La méditation, c'est de renforcer sa conscience, de renforcer son attention pour être capable de mieux filtrer les pensées, pour regarder quelles sont les pensées qui sont utiles à ma vie et aux objectifs que je me suis fixés, et quelles sont les pensées qui sont inutiles. Comment est-ce que je peux transformer la frustration en gratitude ? Comment est-ce que je peux transformer l'angoisse en créativité ? C'est ça l'idée de se désidentifier du mental, c'est ça l'idée de transformer le mental en un outil de bonheur en refaisant un objet.
Donc ça, c'est pour... On pourrait parler de ça, et d'ailleurs, il y a des livres qui parlent de ça pendant des centaines de pages, on pourrait en parler pendant des heures. Si vous avez des questions par rapport à ça, je serais ravi d'y répondre à la fin de cette intervention, parce que si on arrive à comprendre ça, à comprendre ce rapport de sujet à objet qu'on peut avoir avec le mental, il y a énormément de choses qui se débloquent dans nos vies. Vous parlez plus concrètement de ce que sont les bienfaits de la méditation. La méditation, elle a 3 grands bienfaits qui sont aujourd'hui prouvés scientifiquement et depuis à peu près une dizaine d'années. La méditation, elle rend plus heureux, la méditation, elle rend plus intelligent, et la méditation, elle rallonge la vie. Rien que ça. La méditation, elle rend plus heureux dans la mesure où si les pensées et les émotions deviennent un objet, on arrive à mieux les observer, on arrive à mieux les trier, et donc on arrive à diminuer l'impact et la durée de toutes les pensées et les émotions négatives, du stress, de la colère, de l'angoisse, etc. Toutes les personnes au monde vont ressentir de la colère, de la tristesse, de l'angoisse, de la frustration. Mais la grande différence entre les êtres, c'est la durée et l'impact de ces émotions et de ces pensées gênantes qui parfois sont nécessaires à notre évolution, mais qui souvent nous plombent plus longtemps et plus profondément que nécessaire. Plus concrètement, et pour parler plus scientifiquement, la méditation, ça relâche dans le cerveau les instruments neurochimiques du bonheur qui sont la sérotonine, la dopamine, les endorphines. La méditation, ça rend plus intelligent dans la mesure où on sait, de la même façon des études scientifiques, que la méditation, ça renforce la concentration, ça améliore la mémoire, ça stimule la créativité et ça renforce la confiance en soi. Et la méditation, ça rallonge la vie dans la mesure où on sait aujourd'hui qu'elle permet de diminuer le taux de cortisol, qu'elle permet d'empêcher l'arrivée de maladies cardiovasculaires. Et une des grandes découvertes scientifiques de ces 10 dernières années, c'est que la méditation protège les télomères, qui sont ces petits capuchons qui sont au bout de nos chromosomes et qui préviennent le vieillissement des cellules. Et donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la pratique de la méditation permet tout simplement de ralentir le vieillissement de nos cellules. Et vous avez peut-être remarqué que des personnes qui sont des méditants de longue durée ont souvent l'air d'être plus jeunes qu'ils sont véritablement. Moi, par exemple, j'ai 64 ans. Ça fonctionne bien, non ? Alors, le rapport avec l'éducation, c'est quoi ? C'est que ces bienfaits dont je vous parle aujourd'hui, c'est des bienfaits qui touchent également les enfants. Et quand les enfants se mettent à pratiquer la méditation, ils commencent à recueillir ces bienfaits. Ils viennent sous, si vous voulez, il y a 2 grands piliers de ces bienfaits de la méditation pour les enfants. C'est les facultés cognitives et l'humeur. La méditation, elle permet aux enfants d'apprendre plus facilement. Elle permet aux enfants de mieux se concentrer. Elle permet d'améliorer l'humeur dans la classe. Elle permet d'augmenter le bien-être et donc de stimuler beaucoup de ces valeurs qui, je crois, nous réunissent aujourd'hui. Elle permet de stimuler l'empathie, la compassion, l'entraide, et toutes ces choses qui sont, je crois, essentielles au bon développement de la personne, mais aussi à l'ouverture des consciences et au fait que le monde aille dans une direction qui soit positive et constructive. Je vous ai parlé donc de comment j'en suis venu à la méditation, mais je ne vous ai pas dit comment j'en suis arrivé donc à la méditation pour enfants et à ce kit dont j'ai envie de vous parler. J'ai créé une chaîne de méditation sur YouTube pour aider des personnes qui voulaient se mettre à la méditation, à pratiquer. C'est des méditations guidées, un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure, où on va sur YouTube, on appuie sur play, on ferme les yeux pendant 10 minutes et voilà, on médite. C'est pour mâcher le travail et pour désacraliser ce truc un peu qui peut être un peu intimidant. On se dit, il faut que j'ai plus de pensée, j'arrive pas, c'est pas pour moi. Mais la plupart des personnes qui écoutaient ces méditations, et j'ai l'impression que c'est la plupart des personnes qui sont aussi dans cette salle, c'est
des femmes entre 25 et 55 ans, on va dire. Donc, pardon? Non, si je regarde, moi, d'ici, le segment le plus représenté, je crois que c'est et donc, je faisais ça et j'étais très content de faire ça et tout, mais il m'est arrivé quelque chose personnellement, c'est que j'ai un de mes meilleurs amis qui s'est fait tuer dans les attentats au Bataclan il y a un peu plus de 2 ans. Et c'est la première et seule fois où j'ai été personnellement touché par le terrorisme. Et ça m'a fait faire un vrai pas en arrière par rapport à ce que je faisais. Et c'est la première fois que je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ces virus planétaires tels que le terrorisme? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'il y ait des cerveaux qui ne soient pas des terrains fertiles pour des idées absurdes et sectaires et fermées comme le terrorisme? Et là, j'ai pensé à cette citation du Dalai Lama, qui est peut-être, je crois, une des citations qui m'a le plus affecté dans ma vie, et où il dit quoi, le Dalai Lama? Il dit, si on apprenait la méditation à tous les enfants de 8 ans dans le monde, on éradiquerait la violence dans le monde en une génération. Et ça, moi, j'y crois dur comme fer. Pour avoir pratiqué depuis des années, pour traîner un peu dans le milieu de gens qui pratiquent la méditation et pour voir ce que ça fait au niveau de ce qu'on disait, l'empathie, la bienveillance, la compassion, etc., je suis persuadé que c'est vrai. Et je suis persuadé que quelque chose qui est essentiel, non seulement au bon développement personnel de l'enfant, mais au développement de notre monde, c'est cette pratique de la méditation. Et tout simplement cette pratique d'arriver à regarder ces pensées qui vont être irrémédiablement créées par notre cerveau, parce que c'est notre héritage d'animaux en quête de survie. On a un biais de négativité, on favorise la pensée négative, parce que c'est elle, jadis, qui nous a permis de survivre. C'est en étant capable de favoriser les signaux qui allaient être des menaces à notre survie qu'on a réussi à survivre en tant qu'espèce. Mais aujourd'hui, ce biais de négativité, c'est lui qui vient créer toutes ces choses, qui vient favoriser des choses comme le terrorisme, comme l'exclusion. Mais on peut renverser ça, et la pratique de la méditation, elle permet ça. Le problème, c'est que il y a beaucoup d'enseignants, et j'ai parlé à beaucoup d'enseignants qui voudraient pratiquer la méditation, mais qui ne savent pas comment le faire avec leurs élèves. Ils ne savent pas par où commencer, ils ont peur d'avoir une absence de légitimité. Donc j'ai été investiguer un petit peu tout ça. J'ai été dans des salles de classe pour essayer de faire méditer des enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, je suis pas éducateur, donc j'ai vraiment été, j'ai essayé, quoi. J'ai été dans des salles de classe, j'ai testé des trucs, j'ai pris un peu de feedback des enseignants, des enfants. J'ai commencé comme ça à créer une méditation pour enfants, une deuxième méditation pour enfants, et j'avais cette idée que j'allais créer donc quelques méditations et puis que j'allais aller à l'Éducation nationale, que j'allais présenter mon truc, qu'ils allaient trouver ça génial et qu'on allait faire un truc, un grand truc comme ça. Sauf que je me suis retrouvé une fois aller dans une école et j'avais une méditation sur la compassion, mais dans cette méditation, il y avait un mot, il y avait un gros mot. Et ce gros mot, c'est le mot amour. Et dans la méditation, il s'agissait d'envoyer de l'amour autour de soi, mais au sens très large, au sens de bienveillance. Et j'ai un directeur d'école qui a vu ça avant que je rentre dans la salle de classe et qui m'a dit « Mais vous ne pouvez pas dire ça. Vous savez, monsieur, l'amour, ce n'est pas au programme de l'Éducation nationale. » Et quand j'ai vu ça, j'ai pris conscience en fait que j'allais aller nulle part avec mes initiatives d'aller à l'Éducation nationale, que j'étais complètement fou. Et donc ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait faire un mouvement de fond. Et que en fait, ce que j'allais faire, c'est que j'allais créer un kit de méditation avec des méditations guidées, avec des enregistrements, avec une explication vers les enseignants sur comment s'en servir, que j'allais le mettre à disposition gratuitement, que les enseignants allaient pouvoir venir vers moi, prendre le kit, et qu'on allait ensemble co-créer le kit, qu'ils allaient pouvoir l'essayer, que j'allais avoir du feedback, et que comme ça, on allait faire plusieurs versions, on allait faire ça de façon itérative, puisque comme je vous l'ai dit, je ne suis pas éducateur.
Donc c'est ça qu'on a commencé à faire. J'ai publié le premier kit gratuit de méditation à l'école il y a à peu près 1 an et demi, avec 2 méditations guidées. J'en ai publié une nouvelle version pour la dernière rentrée en septembre, avec 5 méditations guidées dedans. Ces 5 méditations, c'est une méditation où on visualise qu'on est des animaux, une méditation avec des affirmations positives qui agissent sur la plastique du cerveau, c'est la méditation qu'on va faire ensemble dans quelques minutes, une méditation des bons souvenirs, qui est une méditation autour de la gratitude, une mini-méditation dont le but est de faire juste en quelques minutes, de se poser un peu comme on a fait tout à l'heure. J'en ai oublié une, j'en ai dit combien ? 4, 5, ah oui, et la fameuse, la méditation que j'appelle du super pouvoir, où j'ai enlevé le mot amour maintenant, mais c'est toujours la même idée, où on envoie un peu des bonnes choses autour de soi. Et donc, j'ai un blog, comme le disait Lucie, j'ai une page Facebook, et j'ai été assez surpris de voir comme c'est de tous les thèmes que j'ai abordés sur cette page qui s'appelle Les Antisèches du bonheur, c'est de très très loin le thème qui touche le plus de gens, c'est cette question de la méditation à l'école. Et j'ai reçu plus de 1300 emails d'enseignants et de directeurs d'école pour avoir le kit de méditation à l'école. Et ce qui est génial pour moi avec ce kit, c'est que donc je recueille les retours, on co-crée des nouvelles méditations. L'idée, c'est d'étoffer le kit, de le rendre de plus en plus adapté à une pratique régulière de la méditation, parce que ce qui compte pour recueillir les bienfaits dont on a parlé, que ce soit pour vous personnellement ou pour des salles de classe, c'est de pratiquer régulièrement. Idéalement, c'est de pratiquer tous les jours, mais si possible, quand même au moins plusieurs fois par semaine. Il y a une image dont j'aime bien parler pour illustrer, je crois, l'importance de cette pratique de la méditation. C'est cette idée qu'au début du 19e siècle, il y avait seulement une minorité de personnes qui se brossaient les dents régulièrement. Au début du 20e siècle, il y avait seulement une minorité de personnes qui faisaient du sport régulièrement. Et au début du 21e siècle, il y a seulement une minorité de personnes qui pratiquent la méditation régulièrement. Mais pourtant, ce que je peux vous dire là, et ce qu'on sait de sources sûres, vu la véritable explosion, je pèse mes mots, des études sur la méditation, c'est que les générations futures, elles vont regarder notre génération de non-méditants de la même façon que nous, on regarde les générations d'avant qui ne se brossaient pas les dents et qui ne faisaient pas de sport, comme des générations arriérées. Et donc, de toute façon, le changement, il va se faire. La question, c'est qui va être dedans et qui ne va pas être dedans. Et je crois qu'on est tous là ici parce qu'on a envie d'être dans le changement et on a envie d'être dans l'évolution. J'ai de plus en plus de retours d'enseignants qui se servent de la méditation. D'ailleurs, je vais dans une salle de classe à côté d'ici demain, une enseignante qui se sert des kits depuis 2 ans et qui me dit qu'elle a vu des gros changements, qu'elle sent que ça renforce la confiance, que ça améliore l'humeur. J'ai une autre enseignante qui m'a dit qu'elle s'en servait après la récré pour calmer les enfants. Une autre qui se sert de la méditation avant une leçon qui va peut-être être un petit peu compliquée pour réussir à justement mobiliser les facultés cognitives. Mais je suis qu'au début en fait de cette investigation et de ce projet un peu de groupe. Si vous voulez recevoir le kit, il suffit d'écrire un email à lesantissèches@gmail.com. C'est SESANTISECHES@gmail.com. Vous pouvez aussi l'obtenir sur smartphone, le kit. J'ai une application de méditation qui s'appelle 7Mind, c'est 7 et puis Mind, M-I-N-D, qui est disponible sur iPhone depuis novembre et qui va être mise à disposition jeudi sur Android. Donc si vous avez un smartphone, il vous suffit d'aller dans cette application. Et dans l'application, toutes les méditations pour enfants sont gratuites, ainsi que les méditations. On a créé un kit aussi pour les hôpitaux. Donc celles-là sont gratuites. Et donc moi, mon souhait, c'est en venant ici, c'est de réussir de renforcer votre conviction ou de créer une conviction en vous, si vous ne l'avez pas encore, que la méditation c'est une pratique essentielle, que si vous ne pratiquez pas ensemble encore, vous vous y mettiez, que vous médiez et qu'on travaille ensemble à faire en sorte que la méditation elle se répande dans les salles de classe.
pour justement stimuler, je vais pas dire amour, mais alors stimuler l'empathie, la bienveillance, l'écoute, mais aussi l'harmonie collective. La prochaine étape, pour moi, ça va juste être de continuer, de faire une nouvelle version du kit avec encore plus de méditation pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de lassitude chez les enfants qui pratiquent, de faire aussi un livre pour aider les enseignants, parce que ça, c'est un des retours que j'ai eu. Ils ne savent pas nécessairement toujours comment présenter la méditation aux élèves. Donc, pour essayer d'expliquer un peu ce que je vous ai expliqué, mais d'une façon qui soit un peu plus étayée, qui soit un peu plus propice à l'expliquer dans des salles de classe. Et voilà, j'aurai encore en fait plein de choses à dire, mais je pense que ça va être plus chouette si on fait des questions et des réponses. Mais avant ça, si vous voulez bien qu'on fasse une des méditations du kit ensemble. Lucie, il me reste combien de temps? Je ne sais pas où est Lucie. Il me reste une demi-heure? Ok. Donc la méditation que je voudrais qu'on fasse là ensemble, c'est une méditation qui s'appelle la méditation du bonheur. Et la méditation du bonheur, elle se repose sur un phénomène neurologique que vous connaissez sans doute, qui s'appelle la neuroplasticité. Et cette idée que le cerveau est en constante évolution, qu'à chaque pensée correspond son propre réseau de neurones, et qu'à chaque fois que j'active une pensée, je renforce le réseau de neurones, de telle sorte que j'augmente les probabilités que le réseau de neurones se réactive par lui-même automatiquement dans le futur. Et ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune pensée qui est anodine. À chaque fois que je me plains de quelque chose, à chaque fois que je dis j'aime pas ça, non seulement j'affecte ma réalité dans l'instant présent, mais en plus j'envoie un signal à mon cerveau de s'il te plaît, resserre-moi cette pensée dans le futur. C'est pour ça qu'on connaît tous des gens qui ont l'air d'être tout le temps en toupie dans des cercles vicieux, et d'autres qui ont l'air d'être tout le temps heureux dans des cercles vertueux, parce que tout marche comme ça justement et se nourrit. Et donc l'idée c'est quoi? C'est qu'en se répétant certaines phrases, on va changer certains automatismes dans notre cerveau, et on va faire en sorte de stimuler des comportements qui vont être bénéfiques à notre épanouissement, à notre réussite et à une vie qui va être heureuse et harmonieuse. Je vous lis ces affirmations dans cette méditation. Donc là, il y en a 7. Et on va les réécouter après dans la méditation. Mais les affirmations, c'est « Je suis bienveillant envers moi-même et les autres ». Je suis patient, j'ai confiance et je progresse. Je traite les autres avec respect. J'écoute attentivement. Je progresse quand je suis calme et concentré. J'aime donner. Et je peux ralentir ma respiration chaque fois que j'ai envie de me sentir bien. En fait, c'est tout bête, mais le fait de répéter des phrases comme ça, ça crée des automatismes, et ça crée des automatismes qui vont mener vers plein de bonnes choses. Et justement, dans les nouvelles versions du kit qu'on est en train de faire, je suis en train de travailler avec des enseignants pour élaborer d'autres phrases comme ça qui vont justement aider à déjouer un petit peu la tyrannie du mental. Et donc on va faire, si vous voulez bien, cette méditation maintenant qui, dans le kit pour enfants, elle dure à peu près 8 minutes, je crois. Là, on va la faire un tout petit peu plus longue, on va la faire, je pense, une dizaine de minutes. Je ne vais pas changer la formulation de ces phrases qui sont les phrases qui viennent du kit. En revanche, le reste de la méditation, je vais vous la faire comme je fais pour une méditation pour adultes, sachant que dans les méditations pour enfants, les mots sont un petit peu plus simples, parce que souvent, il y a des enfants qui ont du mal avec certains mots qui peuvent être un petit peu complexes. Vous dire avant qu'on commence la méditation que j'ai créé le kit avec au début en tête les CM1 et les CM2. Je me suis dit on va commencer là parce que c'est là que ça va peut-être être le plus facile sur la base de ce que moi j'ai pu voir en allant dans des écoles. Le kit, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont en CE1, CE2 et au collège aussi qui s'en servent. Il y a une grosse demande qui m'est faite aussi de la pratique de la méditation à la maternelle.
Et ça, c'est quelque chose en fait c'est sur ma to-do list de choses dans lesquelles je vais essayer d'investiguer et de mieux comprendre, mais c'est encore tout un autre monde. Donc ça va être dans un deuxième temps. Donc, si vous voulez bien, une deuxième fois, je vais vous demander de vous mettre en position symétrique, de vous tenir droit. Je vais reprendre mon petit minuteur. Et de fermer les yeux afin de rentrer à l'intérieur de vous. Fermez la bouche afin de ne respirer que par le nez. Et de devenir complètement immobile. Avec la seule chose qui bouge en vous, qui est l'air qui entre et qui sort de vos narines. Et observez votre respiration comme si elle était un phénomène extérieur à vous. Elle se passe naturellement et automatiquement, sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Et observez votre humeur du moment, comme si vous inspectiez vos émotions de l'extérieur. Et si pendant la méditation vous êtes perturbé par des pensées, c'est normal et c'est pas grave. Quand vous en rendez compte, ramenez simplement votre attention à la sensation de l'air froid qui entre et l'air chaud qui ressort de vos narines, c'est-à-dire à l'instant présent. Et sans forcer, tâchez de ralentir votre respiration de telle sorte qu'elle devienne comme un tout petit filet d'air qui vient vous caresser à l'intérieur en rentrant et sortant de votre corps. Comme si ce filet d'air était une substance magique qui vous apportait de la joie à chaque inspiration. Et progressivement, le filet d'air devient de plus en plus mince. Et votre respiration de plus en plus lente. Et encore une fois, si pendant la méditation vous êtes perturbé par des pensées, par des bruits, des sensations physiques, c'est tout à fait normal et c'est pas grave du tout. Quand vous en rendez compte, ramenez simplement votre attention à la sensation de l'air froid qui entre et l'air chaud qui ressort de vos narines.
Et on va maintenant se concentrer sur 7 affirmations pour aider à transformer le mental tyrannique en outil de bonheur. Imprégnez-vous des mots contenus dans ces affirmations, tout en restant concentré sur la sensation de l'air froid qui entre et l'air chaud qui ressort. Première affirmation. Je suis bienveillant envers moi-même et les autres. Deuxième affirmation. Je suis patient, j'ai confiance et je progresse. Troisième affirmation. Je traite les autres avec respect. Quatrième affirmation. J'écoute attentivement. Cinquième affirmation. Je progresse quand je suis calme et concentré. Sixième affirmation. J'aime donner. Et septième et dernière affirmation, je peux ralentir ma respiration chaque fois que j'ai envie de me sentir bien. Et avant de terminer la méditation, encore une fois, ressentez votre humeur du moment comme si vous inspectiez vos émotions de l'extérieur. Et quand vous serez prêt, vous pourrez progressivement sortir de la méditation et doucement prendre conscience de tout ce qui vous entoure, tels que les bruits ambiants, le poids de vos vêtements sur vos corps et toutes les couleurs autour de nous. La méditation, elle a duré un petit peu moins que 9 minutes. Si vous ne méditez pas encore, je ne peux pas vous dire les miracles qui se passent dans nos vies quand on fait des exercices comme ça tous les jours. Au bout de quelques semaines, on commence à percevoir la réalité différemment. Je vous le dis en tant qu'ancien grand dépressif et toxicomane qui aujourd'hui apprécie la vie d'une façon complètement différente. Et
je connais personne qui se soit mis à pratiquer régulièrement la méditation et qui se soit dit ça sert à rien. C'est un peu comme le sport ou comme le brossage de dents. C'est pas si c'est à partir du moment où on le fait, on peut plus vivre sans. Je pense qu'il nous reste un peu de temps. Si vous avez des questions par rapport à généralement les grands principes dont on a parlé, la tyrannie du mental, la pratique de la méditation, le kit, je serais ravi d'essayer de répondre à ces questions. Non ? Ça fonctionne pas ? Je vais utiliser celui-ci en espérant qu'on m'entende et qu'on me donne le micro qui puisse voyager. Oui, il va arriver. Donc je sais déjà qu'on va faire des frustrés parce qu'il y a déjà à peu près 40 mains qui se sont levées. Donc je vais attendre d'avoir le micro baladeur pour pouvoir vous le passer. Il est allumé, mais... Il y avait une double entrée. Alors, on va donner la parole en essayant de faire au mieux. J'ai une question par rapport au kit pour les enfants à l'école. Est-ce que vous venez aussi, vous vous déplacez dans les écoles pour le présenter ou est-ce qu'on doit se débrouiller absolument tout seul ? Je le fais de temps en temps, je le fais, j'adore le faire. C'est juste que Vous êtes overbooké ? Un peu, ouais. mais non, j'adore le faire, je vais le faire demain. C'est génial, enfin, c'est complètement magique de faire méditer les enfants. Mais l'idée du kit, quand même, c'est qu'il n'y ait pas besoin de moi. C'est que c'est juste... Enfin, on appuie sur play et puis les enfants écoutent. Peut-être qu'on peut leur expliquer un petit peu. Ce que je sais de retour sur le kit, c'est que en fonction des âges, peut-être au début, c'est un petit peu difficile les 2 premières fois de se mettre dedans. Mais après, une fois que ça rentre un peu dans les habitudes, c'est eux qui deviennent demandeurs. Et donc les 5, c'est bon pour du lundi au vendredi, j'imagine, hein, les Ouais. 5 méditations et on recommence la semaine suivante. Ouais. Il n'y a pas pour l'instant trop de lassitude par rapport au fait que c'est toujours la même chose. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver. Vous savez, il y a des réactions qui sont différentes. Moi, j'ai fait une méditation du matin pour adultes. Je sais qu'il y a des personnes qui l'écoutent tous les jours. Et c'est la même méditation et ils l'écoutent et tous les jours, ils écoutent la même. Et moi, souvent, j'ai écouté les mêmes méditations. Il y a des personnes qui se lassent aussi. C'est pour ça aussi l'idée d'étoffer le kit, c'est pour pouvoir donner justement un peu cette variété. Ça répond à votre question, ouais. Bonjour. Je pratique la méditation guidée, notamment avec Seven Mind. Et je vous remercie parce que c'est vraiment génial. J'aimerais un jour passer à la méditation non guidée. Ouais. Et du coup, je voudrais avoir des conseils parce que je me doute que les pensées doivent affluer encore plus quand c'est pas guidé. Et j'aimerais savoir comment y arriver. Et si vous avez des conseils pour passer d'une méditation guidée à une non guidée. Ouais, absolument. C'est un peu comme la méditation guidée, c'est un peu comme les petits trous sur le vélo. On peut faire pendant tout le temps et un jour, juste, on les enlève. Donc, il suffit un jour de mettre un minuteur et de dire, voilà, je vais méditer sans méditation guidée et je vais essayer. Et le temps va paraître beaucoup plus long, hein. Et je vais choisir une encre. L'idée, c'est d'avoir une encre. Moi, l'encre que je recommande, c'est tout simplement ça, l'air froid qui entre, l'air chaud qui sort. Essayez pendant ces 10 minutes de se concentrer sur cette encre, sachant que le mental va hurler. Parce que c'est ça qui fait avec la méditation guidée, justement, elle permet de ramener un petit peu, parce que sinon on peut se perdre dans des pensées sans s'en rendre compte pendant 7-8 minutes sur les 10 minutes. Et on se dit, mais en fait, j'ai fait que rêvasser. Alors que si toutes les 30 secondes, il y a quelqu'un qui dit, allez, maintenant reviens, on arrive plus facilement à revenir. Mais il faut essayer, en fait. Moi, je méditais que dans des petits blocs de 10 minutes comme ça de méditation guidée. Après, je me suis mis à faire des méditations de 20 minutes, guidées aussi. Et puis, j'ai fait un grand saut et j'ai été faire une retraite de 10 jours de méditation silencieuse, 10 heures par jour. Et donc, les 20 premières minutes du premier jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Comment est-ce que je vais jamais y arriver, en fait ?
Il me reste 9 heures et 40 minutes aujourd'hui, et il reste encore 10 heures pendant 9 jours. Je suis complètement fou. J'ai le droit de parler à personne. Et en fait, on y arrive. Et en fait, c'est le mental qui dit non, j'y arrive pas, non, c'est pas pour moi, non, 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 non. Mais justement, l'idée, c'est de lui faire un peu la peau pour réussir à mieux s'en servir, pour réussir, comme je disais avant, à transformer la frustration en gratitude, l'anxiété en créativité, et c'est possible. Mais il faut se jeter, et je crois qu'un des meilleurs conseils, c'est de ne pas avoir peur, en fait, et de ne pas avoir peur de se planter. Ça répond à votre question, ouais. Oui. Bonjour Fabienne. Donc moi, en fait, j'ai fait la formation Sève, philosopher, méditer avec les enfants. Et donc justement, je le fais au collège aussi en atelier, bénévolement. Donc c'était pour vous dire aussi merci, parce que ces petites méditations que vous proposez, je viens d'aller tout de suite là sur Facebook et sur votre chaîne, donc j'ai regardé. Par contre, le kit, je ne sais pas comment on fait pour l'avoir, parce qu'en fait, on ne peut pas vous demander un ami parce que vous avez trop d'amis. Et donc moi, je vous ai envoyé un message, mais ça passe pas du coup, parce qu'on me dit que c'est pas recevable. Donc voilà, donc je sais pas comment on fait. Et deuxièmement, voilà, je voulais dire en fait qu'avec les élèves, ça marche beaucoup. Qu'au début, moi, j'osais pas. Il y a 1 an, quand on a organisé la formation, de prononcer le mot méditer. Et que maintenant, en plus, ça a été agréé, donc on peut le dire, méditer, ça pose de moins en moins de problèmes, et que les enfants, ils sont de plus en plus ouverts, et que moi, ça m'étonne énormément. Ils prononcent même des mots comme l'âme, etc. Moi, je n'osais jamais les prononcer avant. Et maintenant, ils les prononcent d'eux-mêmes, sans que nous, on dise quoi que ce soit. Et en plus, ils veulent apprendre à méditer tout seuls aussi. Et ça, je trouve ça génial, voilà. Donc, et merci pour vos méditations, parce que ça donne aussi des idées. Ouais, super, voilà. Ouais. Bah, merci. Et pour répondre à votre question, vous pouvez écrire un email à lesantisèches@gmail.com. Ça, pour obtenir le kit. Il y a quelqu'un, là c'est une personne qui m'aide, qui s'appelle Maëlie, qui vous les enverra. Et sinon, le kit est disponible sur smartphone. Donc, si vous avez un iPhone, l'application Seven Mind est déjà disponible, et elle sera disponible cette semaine si vous avez un Android. Donc, soit sur le téléphone, soit par email. Et par rapport à ce que vous disiez, ouais, c'est marrant comment moi j'ai des retours d'enseignants qui me disent qu'en fait maintenant les élèves ils ramènent la méditation chez eux, et ils disent maman t'es stressée, papa t'es angoissé, on va te faire méditer. Donc c'est assez drôle quand ça se passe, ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un gros changement dans les mentalités par rapport à ça, la compréhension qu'en fait ça n'a rien de religieux, ça a rien c'est tout simplement des exercices de respiration, de musculation de l'attention, tout simplement, et c'est quelque chose de complètement laïque. Et voilà. Alors du coup c'est moi, bonjour. Bonjour. Merci, parce que moi ça fait 2 ans que je médite au travers de vos méditations, Ouais. que j'ai initié mes enfants à la méditation avec vous, le soir notamment. Alors c'est surtout une réflexion par rapport à la question qui a été posée de passer de la méditation guidée à la méditation en solo. Alors en solo, moi j'arrive à le faire assez facilement, mais je trouve qu'il y a un truc qui est assez génial, c'est le groupe. Enfin, pour moi, c'était très fort, là. Cette méditation qu'on a faite, là, c'est juste waouh. On est tout seul à l'intérieur de soi, et en même temps, il y a une espèce d'alliance d'énergie palpable, mais pas, voilà, qu'on ne peut pas voir. Et du coup, enfin, moi, je suis sur Agen, c'est entre Toulouse et Bordeaux. Et il y a un mouvement qui s'appelle S'asseoir ensemble, qui est à peu près présent dans toute la France. Et du coup, il y a une fille qui nous propose tous les mois de se retrouver soit dans un jardin public l'été, soit là on a trouvé un bar associatif qui nous accueille, et du coup on arrive avec son petit coussin, sa petite couverture, ce qu'on veut, et on s'assoit ensemble pour méditer en silence. En fait, il n'y a pas de méditation guidée, et du coup ça je trouve que ça aide pas mal à du coup apprendre à finalement s'écouter, à intérioriser, à voilà le concept de la respiration. Alors moi j'ai un peu de mal parce que je suis en formation de sophrologie, donc la respiration n'est pas la même. C'est un peu comme le yoga et le pilate. En fait, on a des respirations différentes. Mais voilà, en fait, je trouve que le groupe aide vraiment beaucoup à devenir solitaire finalement. Non, c'est clair. Je ne connais pas S'asseoir ensemble, mais je vais aller regarder.
D'accord. Bah, je vais regarder ça. Et c'est vrai que quand on médite en groupe, il se passe un truc. Moi, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais rien qu'avec les 3 minutes de méditation au début, tout de suite, l'énergie du groupe, elle change. C'est quelque chose qui se passe. C'est comme si on accordait un petit peu nos violons. Et c'est pour ça aussi, je crois que les enseignants aiment bien le faire au retour de récré, ou qu'ils aiment bien le faire avant une leçon qui est un petit peu difficile et tout, parce que du coup, c'est... Ouais. Merci. Je voulais vous remercier beaucoup pour ce que vous faites de magnifique. J'ai été très interpellée par ce que le directeur de l'école vous a dit, et le mot amour, mon Dieu. Et je voulais vous proposer, enfin, je sais pas, j'ai quelque chose qui vient du fond du cœur et qui me dit, mais non, mais justement, c'est parce que quand vous parlez avec les uns, avec les autres, quel que soit, quel que soit l'âge, on est tous assoiffés d'amour. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir l'amour des autres? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour trouver enfin l'amour de soi? Donc faites peut-être alors un recueil spécialement ancré sur l'amour pour ceux qui y seront ouverts à, parce qu'en fait la réponse à toute chose c'est l'amour. Donc je vais découvrir ça parce que vraiment j'adore. Merci infiniment en tout cas. Merci. Ah oui, j'avais juste un commentaire par rapport à la question précédente sur s'asseoir ensemble. Il y a aussi un mouvement qui existe sur Internet cette fois. C'est Bruno l'Allemand, si vous cherchez Bruno l'Allemand. Bruno l'Allemand. L'Allemand ? Oui, l'Allemand. Bruno l'Allemand, qui fait en fait tous les dimanches, je crois, il fait une sorte de méditation. Les gens peuvent se connecter, ils méditent ensemble. Bon, évidemment, ils sont à distance, mais il y a cet aspect communautaire. Ouais, voilà. Ouais, c'est chouette. Merci. On en prend encore une ? Une question ? Bonjour, je vais juste savoir si c'était possible de méditer, mais en étant en souffrance physique. C'est une très 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 bonne question. Parce qu'en fait, je vais accoucher bientôt et voilà. Ouais. Non, mais en fait, ça fait du bien. Donc, mais c'est une grande question, ça. Déjà, moi, j'ai créé une méditation pour femmes enceintes qui est sur YouTube, que vous pouvez trouver, où on visualise qu'on envoie de la lumière et de la bienveillance envers son enfant. C'est pas moi c'est quelqu'un qui est venu me la commander, une amie à moi qui était enceinte. Je lui ai dit comment tu veux que j'écrive une méditation. Elle a dit ok, on va l'écrire ensemble. Et j'ai créé un comité de femmes enceintes qui avaient déjà eu des enfants pour les tester. Donc voilà, c'est pas juste je me suis réveillé un matin. Par rapport à la gestion de la douleur, la méditation, elle transforme complètement l'expérience de douleur. Parce qu'en fait, alors on pourrait parler longuement, je vais essayer de parler pas trop longuement de ça, mais on peut parler de la douleur et de la souffrance. Et en fait, on éprouve tous de la douleur, mais on est capable de diminuer la souffrance. Et la souffrance, c'est toute la couche mentale qu'on rajoute à la douleur, mais qui en fait est comme un ressenti de douleur, mais qu'on peut éliminer. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites de douleur sur justement des méditants et des non-méditants. Et une chose dont on se rend compte, c'est que les personnes qui méditent la ressentent beaucoup moins fortement. Et c'est intéressant, dans une expérience, je crois que c'est des décharges électriques, et on dit on prend un groupe test de non-méditants et un groupe de méditants, et on va leur mettre des décharges électriques. Et les deux groupes ont une région du cerveau qui correspond à la douleur, qui s'allume quand il y a la décharge électrique. Mais la grosse différence, c'est que les non-méditants, quand on leur dit on va vous mettre maintenant la décharge électrique, et ben, il y a déjà là la zone du cerveau relative à la douleur qui se met, donc on ressent déjà de la souffrance alors même que ce n'est pas arrivé. Alors que les méditants, on leur dit il va y avoir la décharge et cette région du cerveau, elle ne s'active pas. Donc il y a une énorme différence en fait. La pratique de la méditation permet vraiment de changer complètement son expérience de douleur et dans le cadre d'un accouchement, mais pas seulement. Dans le cadre de n'importe quelle maladie, c'est pour ça qu'elle est de plus en plus présente dans les hôpitaux. D'où le kit pour les hôpitaux dont vous parlez. Oui, c'est ça. Il y a un kit pour les hôpitaux, justement une méditation pour mieux gérer la douleur, une méditation avant l'intervention chirurgicale, une méditation pour accompagner la guérison que j'ai co-créée avec une amie à moi qui est atteinte d'un lymphome. Et pareil, elles sont toutes gratuites sur l'application. Merci. On s'arrête là ? Super. Merci Okay. beaucoup. Merci. Merci. Très doux.
un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les 2 mois partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable, 80 pages en moyenne, sans publicité. À travers le Festival pour l'école de la vie ou le Congrès Innovation en éducation, nous rencontrons des milliers de professionnels qui proposent des solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Ce magazine se veut être un pont avec le podcast, nos événements et les films que j'ai réalisés. On se retrouve maintenant la semaine prochaine et entre-temps, je vous souhaite une très belle route.